il est préparé par l'USIM avec notre partenaire House. Alors, je vous demande, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là, vous qui avez accepté cette invitation, que vous soyez membre actuel de l'USIM, futur membre de l'USIM, que vous soyez en charge de l'informatique, du digital ou autre chose. En tout cas, on espère qu'on va passer un bon moment ensemble et qu'on aura des informations utiles et que surtout que ça va être très agréable. Alors, tout d'abord, je suis content heureux d'animer ce webinaire grâce à l'USIM, cette association qui a une activité extraordinaire et qui a été très intense lors des dernières années. Parmi les activités les plus importantes, et il faudra revenir vers le site web pour voir plus en détail, mais en tout cas, il y a les assises de l'USIM qui se tiennent habituellement tous les 2 ans. Cette année était être une année des assises. On verra comment ça va être géré avec cette crise du Covid. Les livres blancs, dont le dernier, c'était un livre sur la transformation digitale, les fortes émulations au niveau des grandes écoles et universités marocaines, et enfin, les rendez-vous de l'USIM, qui étaient des rendez-vous mensuels, qui aujourd'hui, dans le cadre de cette crise du Covid, sont transformés en des webinaires. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train d'animer le 5e webinaire de ces rendez-vous de l'USIM. Et donc, il s'intitule les sorties de crise, pilotage et réallocation des budgets IT. Alors, je me présente, donc, je suis Ndressi Kamili, je suis vice-trésorier de l'USIM, DSI du groupe Crédit Agricole du Maroc. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les SI, des systèmes financiers et bancaires. Alors, d'abord, je voudrais remercier Coast House qui nous accompagne dans ce webinaire. Et je vais commencer par faire la présentation des participants. Alors, je remercie d'abord Madame Joab Msouda, qui est COO déléguée au niveau de la Société Générale du Maroc. Société Générale Maroc, et donc parmi les fonctions qu'elle gère, il y a les fonctions IT. Madame Alfie Hakim, qui est Controlling Manager Performance, PMO et Compliance for the Information System Activity chez FM Logistique, qui est un des leaders mondiaux de logistique. Et elle est présente en France. Karim Faïdi, directeur associé de Coast House, émier. Joachim Treyer, associé Practice SI Coast House. Et enfin, Olivier Brogniard, président fondateur du groupe Coast House. En régie, j'aimerais remercier de manière très intense les personnes qui font que cet événement est une réussite de semaine en semaine. Je nomme Mohamed Amir Koudad, qui est le DSI de la Fondation Mohamed VI et secrétaire général adjoint de l'USIM. Mais également Madame Nihal Djebli, qui est déléguée générale de l'USIM. Alors, la question avec laquelle on va commencer, c'est d'abord pourquoi un tel webinaire aujourd'hui, pourquoi le sujet est d'actualité. D'abord, nous sommes à la 7e semaine de confinement et chacun de vous se pose la question comment on va démarrer ce confinement, comment il va se passer. Est-ce que le déconfinement au Maroc démarre réellement le 20? Est-ce qu'on va attendre après le fait? Quelles sont les prochaines étapes qu'on va devoir gérer? Comment on va gérer ça au niveau de notre responsabilité? En tout cas, nous sommes tous dans cette réflexion de l'après-confinement et donc on est en train de le préparer. Donc, ce webinaire a cet objectif de nous permettre de sortir de la perspective très quotidienne dans laquelle le Covid nous a mis et nous permettre de nous projeter un peu plus loin et de préparer des lendemains qu'on espère meilleurs. Alors, ce webinaire est prévu sur une heure, donc on va essayer de le respecter. En tout cas, on a démarré à 16h30 avant. Alors, pour commencer, je vais poser une question à Karim Faïdi. Alors, Karim, est-ce
que tu peux nous dire quelle est ta lecture de l'impact de la crise sur le SI? Karim, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux activer ton micro? Allô, vous m'entendez? Oui, parfait. Merci beaucoup, Christine. Tout d'abord, je voudrais remercier au fait la famille Lozim pour tout ce qu'elle fait pour l'écosystème IT au Maroc depuis toujours, et particulièrement en cette période. C'est vrai qu'on vit en ce moment une crise inédite par son ampleur, par ses dimensions mondiales, par sa durée, par l'absence totale ou presque totale de visibilité sur son issue. Cette crise qui a démarré comme une crise sanitaire est devenue rapidement une crise industrielle, économique et sociale, avec des impacts très importants en fait sur nos entreprises. L'arrêt ou la baisse de la consommation, la baisse de confiance des consommateurs, l'arrêt des chaînes de production, la baisse de productivité, tous ces éléments en fait qui ont fait que notre économie, nos économies aujourd'hui souffrent énormément. Mais en même temps, on découvre en fait que c'est grâce à la technologie, que c'est la technologie qui a permis en fait malgré tout de continuer à maintenir l'activité essentielle. Le télétravail déployé rapidement pour les collaborateurs, le déploiement de PC mobiles justement pour le télétravail, des outils, la mise en place des outils de collaboration, la mise en place, la possibilité d'accès des collaborateurs aux outils internes. Et donc, on se rend compte finalement que cette crise a fait reprendre conscience de la valeur de l'informatique et de sa criticité pour le business. On commence peu à peu, en fait, à sortir un peu de cette vision centre de coût que porte l'informatique, malheureusement, vers une vision plus créatrice de valeur, plus orientée service et création de valeur. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une crise sans précédent qui a été gérée grâce à la mobilisation du DSI. Sauf que malheureusement, en fait, la majorité de nos entreprises vont subir de manière plus ou moins marquée cette crise avec une baisse importante de leur chiffre d'affaires et donc des impacts importants sur les résultats de nos entreprises. Cette baisse, en fait, va nous obliger à devoir baisser la structure des coûts. L'ensemble des entreprises, malheureusement, vont devoir baisser la structure de coûts, y compris les coûts informatiques. Il ne faut pas se leurrer. En fait, les DSI, comme toutes les fonctions de l'entreprise, vont devoir en fait participer à cet effort de guerre en baissant leurs coûts, alors même que cette crise va les pousser à investir massivement, de manière plus importante, dans la technologie. Il va falloir investir encore plus dans les réseaux, dans les outils de collaboration, dans les applications relatives au fait au télétravail. Il va falloir accélérer le développement et les solutions digitales. Il va falloir développer de nouveaux modèles de delivery autour de l'agile, du DevOps. Il va falloir investir de manière plus importante dans la cybersécurité avec le télétravail, le sujet qui était déjà extrêmement important devient primordial. Et puis il va falloir au fait investir dans les infrastructures, éventuellement dans le cloud, pour être plus résilient. Et quand on sait au fait que les coûts de run de la DSI au fait augmentent naturellement par raison, ce n'est pas une fatalité, hein, on va voir plus loin en fait comment réduire ces coûts du run, mais en fait elles augmentent de manière naturelle tous les ans si on ne fait rien à cause en fait des indices liés au contrat, par exemple l'indice Integ, à cause de l'inflation, de la hausse de la masse salariale, à cause de la mise en production de nouveaux services, de la hausse de la volumétrie de data à stocker, de la puissance de calcul nécessaire, de la bande passante nécessaire. Donc on voit bien que le fait de caper le budget informatique ou de le baisser comme il se passe dans beaucoup d'entreprises, comme ça va se passer dans beaucoup d'entreprises, va fatalement impacter notre capacité à faire des projets, alors qu'on disait plus haut, au fait, que cette crise doit nous pousser à faire des projets. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle un peu les injonctions paradoxales. C'est un vrai dilemme auquel on va essayer de répondre dans la suite de ce webinaire. C'est comment, en fait, investir plus dans le digital notamment, tout en identifiant des leviers d'optimisation des coûts et sans détruire de la valeur. D'accord. Donc, si je peux le reprendre de manière basique, on peut dire que pendant cette situation de crise, l'IT s'est montré comme étant un élément vital pour gérer cette crise. Donc, la perception de l'importance a augmenté. Donc, on a considéré que c'était la solution à beaucoup de choses. On lui demande plus.
mais comme c'est une crise, avec moins d'argent, avec moins de budget, c'est bien ça. Malheureusement. Ok. Et alors, de ton côté, Najwa, comment tu perçois les impacts de la crise au niveau des ICI et au niveau des budgets également? Merci, Houssine. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Ramadan Moubarak, avec mes vœux pour tout le monde de santé, prospérité et surtout des vœux de déconfinement très proches, Inch'Allah. Je suis ravie de participer à ce webinaire et je voudrais en profiter pour remercier Ozim et Coast House de leur invitation. Par rapport à ta question, je pense que depuis décembre 2019, le monde est vraiment touché par une crise sanitaire, comme disait Karine, son président, avec des enjeux humains, économiques et financiers. Chaque jour, on constate un impact sur les économies, sur les services financiers, et nos incertitudes sont de plus en plus là, et elles augmentent. Par rapport à tout ça, beaucoup d'établissements et d'organisations ont commencé à regarder un peu leur stratégie et d'anticiper les éventuels impacts de cette crise et mettre en place des mécanismes pour l'éradiquer quelque part ou l'atténuer et se questionner un peu sur leur stratégie pendant la crise et post-crise. On l'a tous constaté, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont passées d'un taux de home office de 5% à 90%. Certaines ont été contraintes de revoir, redimensionner leurs équipes, revoir les process, arrêter tous les déplacements, les remplacer par la visio, revoir les plans de communication et marketing dans une logique de ROI driven marketing, raccourcir les chaînes de décision et même convertir certaines lignes de production, comme on l'a vu pour la production de gel et de masques. Toutefois, un des leviers les plus importants qui pèse fortement sur le budget des organisations est bien sûr le budget IT. Il est donc nécessaire de revoir un peu cette politique d'investissement et cette trajectoire IT, cette trajectoire de projet. Mais avant de revoir cette trajectoire, je pense qu'il faut anticiper un peu l'impact de cette trajectoire sur la transformation profonde des clients et sur l'écosystème. On peut les classer quelque part en 3 dimensions importantes. D'un point de vue client, nous pensons aujourd'hui, avec l'avènement de cette crise, que les usages un peu digitaux vont s'accélérer, avec une appétence encore plus forte au modèle relationnel distant, aux achats en ligne, y compris pour les produits bancaires. Les usages des canaux distaux vont aller encore de plus en plus fort, à travers en premier lieu le mobile, dans une logique de rendre le client de plus en plus autonome dans ses opérations de quotidien. On l'a vu avant sur la partie mobile et digitale, nous étions sur une population bordée plus limitée, puisque nous étions sur les jeunes, sur les early adopters et sur vraiment une population qui sont un peu appétents au digital. Aujourd'hui, l'assiette est plus large. On est vraiment sur une cible plus large. Mais si on prenait le temps un peu de regarder cette crise sur un autre angle, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus digital. Encore plus digital depuis le lockdown. Finalement, cette crise, il faut la voir comme une opportunité, une vraie opportunité. Il me vient à l'esprit un message que vous avez tous dû recevoir sur le catalyseur de la transformation digitale dans l'entreprise. Est-ce que c'est le CO, est-ce que c'est le CDO ou bien c'est le Covid-19? Et bien sûr, vous connaissez la réponse. On en sourit, mais c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, nous avons fait en l'espace de quelques semaines, peut-être d'en parler Hussein tout à l'heure, un bond énorme sur notre manière de communiquer, sur notre manière d'échanger, sur notre manière de travailler et sur nos habitudes de consommation. Regardez, aujourd'hui, tout le monde se fait livrer. On est passé dans un mode où on est dans le supermarché aujourd'hui, on n'a plus besoin, on se livre et on consomme de manière différente. Et la preuve est née, c'est ce webinaire aujourd'hui. On est sur un digital, on n'a pas de pollution, on n'a pas de stationnement, on n'a pas le webinaire tout aussi réussi. Donc aujourd'hui, le monde est de plus en plus digital. Ça, c'est sur l'aspect client. Sur l'aspect régulateur, je pense que nous allons encore plus vers un assouplissement des règles, de nature à favoriser l'usage du digital et la diffusion et sa diffusion.
Je peux citer à titre d'exemple la récente circulaire du régulateur marocain, donc Maghreb, qui aujourd'hui autorise une entrée en relation complètement digitale. Et on a aussi également noté dernièrement l'assouplissement de l'usage des enablers technologiques tels que la reconnaissance faciale suite à la dernière délibération du CNDP. Sur la troisième dimension qui est aussi importante, c'est la dimension collaborateur. Donc, on l'a tous constaté, nos habitudes de travail ont changé et vont durablement changer par la suite, post-crise, dans ce qu'on appelle aujourd'hui, tout le monde appelle le new normal. Et donc, on passera par l'institutionnalisation un peu du nomadisme, du télétravail et une adoption massive des outils de travail à distance et des outils collaboratifs. À titre d'exemple, Zoom aujourd'hui, qui était un peu connu de quelques fiots, est aujourd'hui largement répandu. Cela suppose bien entendu des skills managériaux. Les managers donc doivent favoriser plus que jamais à ce stade les échanges, la transparence et la collaboration. En résumé, aujourd'hui, ce qui est demandé à la fonction IT est vraiment de s'adapter à ce nouveau contexte de crise et post-crise, dans le new normal, de réduire les coûts rapidement, de manière durable, et en même temps d'accélérer la transformation et la digitalisation d'organisation. À mon sens, un des leviers pour concilier un peu entre ces deux injonctions qui paraissent paradoxales mais qui ne le sont pas, c'est d'accroître davantage l'orientation de la fonction IT vers les nouvelles solutions et vers l'innovation. L'inscrire un peu plus et davantage dans les EDM. C'est vraiment un levier fort de compétitivité qui permet d'élargir le champ du possible et faire aujourd'hui de cette crise un tremplin pour aller vers de nouvelles idées et de nouveaux comportements. Merci. Merci beaucoup, Najwa. En tout cas, c'est une très belle réflexion et très complète, mais on aura retenu quand même que les trois axes qui sont vraiment structurants, et effectivement, c'est des choses que j'ai notées, que je vais garder en tête. Alors, par rapport à toi, Alfia, comment toi tu vois les impacts de cette crise sur les budgets? Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité pour ce webinaire. Juste pour vous parler que FM Logistique est présent dans 14 pays, donc on est à peu près 27 000 personnes dans le monde, voire un petit peu plus. Je ne connais pas encore tous les chiffres, mais en tout cas, dans le cas de cette crise, en fait, on a été touché de manière progressive, en commençant par la Chine, et en fait, très tôt, on a su s'adapter nos mesures déjà en Chine à partir du mois de décembre. Et en fait, des bonnes pratiques qu'on a mis en place et des mesures et les règles qu'on a mis en place en Chine progressivement ont suivi en Italie, en Espagne en janvier-février. Et donc, pour vous dire qu'en Europe, on était tout à fait prêt pour gérer cette crise côté IT, côté gestion financière et bien sûr gestion de sécurité et de santé du personnel. Donc ça nous a, entre guillemets, ça nous a permis dans 3-4 mois progressivement aborder le sujet et répondre vraiment à tous les risques qui ont apparu. Voilà, bien sûr, dans les principes de base dans notre entreprise, santé et sécurité du personnel, elle était de première importance parce que bon, sur les plateformes logistiques, les caristes et ceux qui déchargent les palettes et chargent les camions, s'ils sont pas là, on peut rien faire. Donc, là, bien sûr, on s'adaptait à chaque fois au niveau des mesures et pour respecter les mesures sanitaires et recommandations sanitaires localement dans chaque pays. Donc, en commençant par la Chine au mois de décembre et aujourd'hui dans tous les pays qui sont touchés jusqu'au Brésil. Voilà. Et en fait, ce qui était important aussi pour nous, c'est de se mobiliser concrètement auprès de nos clients pour leur assurer la continuité de l'activité. Pour vous donner l'exemple, c'est que 40% de chiffre d'affaires en France, c'est du alimentaire, les produits de première nécessité. Et donc, on devait assurer la continuité de l'activité et pour ne pas avoir les ruptures de chaîne d'approvisionnement. Voilà. Donc, on s'est beaucoup adapté à nos clients. Et de l'autre côté, on était assez transparent aussi avec nos fournisseurs, justement, pour s'assurer les business plans de continuité d'activité. Notre activité, elle a beaucoup changé. L'impact, il était important parce que on a deux phénomènes, en fait. Toute l'activité industrielle, cosmétique ou luxe a subi de plein fouet les impacts
ralentissement. De l'autre côté, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est agroalimentaire, e-commerce, bien sûr, il a eu un boom importante croissance de l'activité, bien sûr, justement pour assurer l'activité et l'approvisionnement auprès de clients. Et aussi, il avait un impact, comme vous disiez, il a des clients qui n'ont jamais pratiqué les livraisons ou les fournisseurs qui n'ont jamais pratiqué les livraisons à domicile. Bah, ils ont dû passer par cette case et donc au final, il a eu un changement et transformation de B2B vers B2C en fait, directement. Voilà. Donc, nous, on a réussi à réallouer un petit peu les équipes sur les plateformes logistiques. Justement, là, les activités qui étaient en baisse, donc on a réalloué sur les activités qui avaient besoin de main-d'œuvre. Voilà. Donc, au final, pour l'instant, ça se passe bien. Mais voilà, comme tous, on manque la visibilité sur la continuité de cette crise qui est sans précédent, comme on l'a dit. On va s'adapter au fur et à mesure. Donc, FM vient de clôturer l'exercice fiscal 2019-2020 au 31 mars. Donc, côté financier, je vous assure que faire la clôture financière et avoir les commissaires aux comptes de manière c'est très sportif, mais bon, voilà. Donc, les dernières résilients qui étaient contre le télétravail et le travail à distance, bah, ça y est, ils sont convaincus. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal, mais on avait déjà nos habitudes parce que la stratégie de digitalisation, elle est déjà en marche depuis 2 ans et on a passé pas mal sur les outils collaboratifs, visio, utilisation de téléconférences et télétravail de manière régulière. Donc, en tout cas, on avait une journée sur 5 obligatoirement. En tout cas, on pouvait être en télétravail de manière normale. Et donc, on a juste passé à 5 jours sur 5 en mode à distance. Donc, et certains postes qui n'avaient pas l'habitude de le faire, bon, ils ont su s'adapter. Voilà. Donc, ce qui concerne le côté IT, bah, bien sûr, on voulait surtout pas devenir le maillon faible pendant cette crise, donc surtout ne pas prendre ce risque. Et en fait, les adaptations premières, c'était de mettre en place et élargir le dispositif de monitoring, bien sûr, pour assurer la continuité d'activité. On a beaucoup de solutions informatiques justement qui sont là pour gestion des solutions métiers, comme gestion des plateformes, gestion de transport. Donc, c'était important de maintenir la continuité de service. Il fallait assurer aussi, par ailleurs, la capacité des systèmes de données, des serveurs, pour assurer cette croissance d'activité, éventuellement au niveau de connexion localement dans chaque pays. Et en fait, il fallait surtout assurer qu'au niveau VPN, en tout cas au niveau de connexion simultanée, on avait les capacités pour gérer les conférences, les visios et les accès à tous nos outils. Donc, je trouve que nos équipes informatiques, ils ont fait un travail remarquable et en fait, on a pu maintenir les conférences à plus de 100 personnes et les capacités, ils étaient augmentées. Et en fait, en tout cas, depuis cette semaine, on n'a pas eu de problématiques majeures dans la continuité. Bien sûr, au niveau des impacts, comme je disais, on vient de clôturer l'exercice au 31 mars. Et donc, on démarre le nouvel exercice un peu dans l'inconnu. Il a eu pas mal de projets, justement, concernant digitalisation et continuité d'optimisation opérationnelle, justement, qui était dans la stratégie actuelle. Il y a quelques projets qui sont, bien sûr, qui sont pas prioritaires de suite. Ils sont un petit peu mis en stand-by. Par contre, les projets qui sont liés vraiment à la continuité d'activité opérationnelle, optimisation de réseau, des capacités, bien sûr, ces projets-là, ils restent et en fait, au final, on continue d'investir sur tout ce qui est sur l'axe continuité d'activité et stabilité opérationnelle. Donc voilà, c'est à peu près En tout cas, la situation. En tout cas, moi, je retiendrai l'énorme effort d'adaptation qui doit être fait non seulement au niveau métier, mais également au niveau des process internes et du travail des utilisateurs. Donc, tous les process sont concernés. Ouais, c'est voilà, je suis à cheval entre l'IT, finance et en fait tout le monde qui a dû entre guillemets s'adapter, trouver de nouvelles façons à faire pour s'adapter à la situation justement et surtout à répondre à ce besoin de continuité d'activité. On était tous sur le pont cette période. Alors, pour une première fois dans ces webinaires de l'OSIM, on a des petites, on a des caricatures qui représentent ou qui sont liées à notre événement.
un autre sujet. Je demande aux uns et aux autres s'ils ont un petit mot par rapport au dessin que vous pouvez tous voir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, personnellement, c'est une image un peu qui illustre l'état dans lequel on est un peu. Enfin, il s'agit d'un état transitoire entre deux situations. C'est une période d'équilibre. J'aime bien le dessin dans la mesure où on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Cette crise doit nous amener, pour prendre un peu de recul par rapport à ça, cette crise doit nous amener à tirer des enseignements et des apprentissages en termes de méthodologie, d'organisation, de nos ressources et de nos budgets. Elle nous pousse à nous réadapter, nous réinventer, et revoir notre méthode de travail. Mais c'est vraiment illustrant de la situation dans laquelle on est tous actuellement. Ok. Alfia, peut-être une... Ouais, ça me parle. En effet, comme je disais, on vient de commencer le nouvel exercice. On était remonté à bloc et confiant sur tous les projets à lancer. Et là, en fait, on va un petit peu s'adapter, ralentir et, comme dire, choisir nos priorités et plutôt traiter les sujets qui sont vraiment importants. Et après, s'adapter au fil de l'année en fonction de l'évolution de la situation. Comme je disais, on est dans 14 pays, donc les impacts et les vagues, elles sont temporairement un petit peu décalées dans le monde aussi aujourd'hui, donc on ne sait pas comment ça va se passer d'ici quelques mois. Encore un dernier commentaire, Karine, Joachim ou bien Olivier? Non, d'accord. Moi, le point que je retiens, c'est un atterrissage. On ne doit pas le rater. Il y a des enjeux d'équilibre stagiaire en même temps, donc un peu de tension en perspective. Alors, pour continuer, alors je tiens à remercier Zakaria Dinia, le caricaturiste qui a fait ce très beau dessin et qui va nous accompagner sur quelques webinaires encore, et on aura probablement un autre schéma tout à l'heure, un autre dessin tout à l'heure. Alors Joachim, maintenant que nous avons vu sur les impacts de la crise, maintenant qu'on a une idée, comment ça impacte le bon fonctionnement des DSI, qu'est-ce que vous préconisez de faire? Quels sont les leviers qui vous semblent les plus pertinents pour gérer cette période-là, en tout cas la période à venir? Joachim? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, maintenant c'est bon. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir, ainsi qu'Olivier et Karim. Je rebondis sur ce que disaient Najwa et aussi Alfia sur l'importance pour les DSI de se concentrer sur les sujets créateurs de valeur et de choisir les projets importants. Et ça va nous amener, quand on réfléchit à la notion de levier d'optimisation, à travailler sur plusieurs axes. Il y en a un premier auquel on pense de façon assez naturelle, qui est de voir comment est-ce qu'on peut rationaliser le portefeuille de projets que l'on a chacun dans nos DSI, en se posant la question de quels sont les projets qui vont vraiment créer de la valeur. Et on va naturellement penser aux projets de transformation numérique, de transformation digitale, puisque comme vous l'avez très bien dit, la crise que l'on traverse exacerbe ce besoin d'avoir des services digitaux de bout en bout. Et en fait, en reprenant un peu des travaux qu'on a menés entre Costas et le CIGREF, qui est d'ailleurs un des partenaires de l'OSIM en France, oui. On avait travaillé depuis quelque temps sur des critères qui permettent d'une part de se poser la question de qu'est-ce que c'est réellement qu'un projet de transformation digitale, parce que finalement on parle de plein de projets, mais comment est-ce qu'on les qualifie? La rosace que vous voyez là sur l'écran, on ne va pas la passer dans le détail en revue, mais elle donne quelques pistes pour se poser des questions, pour savoir de quoi on parle. Quand on parle d'un projet de transformation digitale, il faut que ce soit lié à un peu une vision de l'entreprise, une vision stratégique. Il faut que ça transforme le métier. Ça doit s'appuyer sur des méthodes qui sont souvent des méthodes en rupture, avec des cycles courts, avec de l'agilité. Ça doit donner lieu à un pilotage assez spécifique, notamment au plan économique. Ça doit travailler aussi sur le capital data de l'entreprise, parce qu'on parle beaucoup de digital et par conséquent, il y a une collecte et un capital data qui est en croissance actuellement. Et je passe sur les nouvelles technologies qui sont mises en œuvre. Et dernier point qui est important, c'est la notion d'appropriation, c'est que tous ces nouveaux services, il faut qu'ils soient simples d'usage, de façon à ce qu'ils soient le plus intuitifs possible pour que les
les utilisateurs se les approprient sans effort particulier. Donc ça, c'est quelques critères que l'on avait proposés dans le cadre d'un groupe de travail SIGREF pour qualifier les projets de transformation numérique. Et le point suivant, c'est de se dire, quand on regarde notre portefeuille de projets, comment on va pouvoir choisir ceux qui sont les plus créateurs de valeur. Et pour faire ça, Karine, si tu veux bien juste passer à la page suivante. Pour faire ça, en fait, on a essayé de passer en revue un certain nombre de critères. J'imagine que dans toutes vos DSI, vous avez déjà des systèmes de priorisation, d'arbitrage de projets qui prennent en compte des critères classiques, qui sont des critères financiers, de coûts, de VAN, de payback, de ROI, de risque. Les critères que l'on met ici, ce sont des propositions de critères d'analyse spécifiques aux projets de transformation numérique, et qui sont des critères non financiers, mais qui doivent permettre de se poser des questions pour savoir finalement si les projets que l'on a en portefeuille sont ceux qui sont attendus par l'entreprise, par ses clients, et qui sont ceux qui vont créer de la valeur. Et ces critères-là, on les a structurés finalement en 4 grandes thématiques. Une thématique liée à la data, une liée au marketing, une plutôt liée au RH et une dernière aux opérations. Et je ne vais pas tous vous les citer, mais pour vous illustrer quelques exemples de critères, on peut se poser la question de savoir si un projet qu'on va lancer va permettre par exemple de créer ou de collecter de nouvelles données. Ça, c'est le sujet de la data. En termes marketing, ça rejoint un des points que vous avez mentionné, c'est est-ce que grâce à un projet, on va élargir la plage d'ouverture de mes services? C'est-à-dire que quand je suis sur un service en ligne, est-ce qu'il est ouvert 24/24? Est-ce qu'il est ouvert qu'une partie de la journée? Est-ce que le projet va permettre d'améliorer ça? Est-ce que la fréquence de connexion va s'améliorer? Est-ce que grâce au projet que je vais lancer, je vais faire en sorte que mes clients se connectent plus souvent à mon service parce qu'il est plus simple d'usage, parce qu'il est mieux fait? Je peux avoir des critères de type NPS, Net Promoter Score, qui est un critère qui permet de mesurer finalement le niveau de recommandation d'un service par ses utilisateurs. Au niveau ressources humaines, les critères qu'on peut citer, c'est typiquement le fait qu'un projet va pouvoir contribuer à l'inclusion numérique, c'est-à-dire faire en sorte que dans l'entreprise et auprès de ses clients, on ne laisse personne sur le côté, parce que on parle beaucoup de transformation numérique, de transformation digitale. Il faut quand même pas oublier qu'il y a certaines catégories de population qui ont plus de mal avec ces sujets-là. Alors on pense bien sûr aux populations les plus âgées, mais c'est pas forcément le seul critère. On a des personnes plus jeunes qui sont pas forcément à l'aise avec certains sujets. Donc il y a aussi un critère RH à prendre en compte quand on lance ces projets pour s'assurer que on contribue à cette inclusion numérique. Et puis dernier exemple sur les opérations, c'est d'améliorer le time to market. Est-ce qu'on peut faire en sorte de mettre à disposition plus vite les services? C'est un sujet critique en ce moment avec la crise que l'on traverse. Et le sujet d'intuitivité pour la notion d'appropriation, je le citais avant, est aussi un des points critiques. Donc là, on vous a proposé quelques exemples que les DSI commencent à prendre en compte pour analyser leur portefeuille de projets au regard de la valeur que vont apporter les projets de transformation numérique, qui n'est pas qu'une valeur que l'on peut traduire en dirhams ou en euros, mais qui est aussi une valeur qu'il faut prendre en compte sur tous ces critères-là, qui dépassent la valeur purement financière. D'accord. En tout cas, on voit que le choix est en tout cas vraiment multicritère et effectivement, je pense qu'au final, c'est l'aspect stratégique qui va faire que certains choix doivent être faits. Alors, pour être plus concret, Najwa, pour votre cas, comment a évolué le portefeuille projet pendant cette période de crise? Merci, Hussein. Au fait, pour revenir au sujet des critères de revue de portefeuille projet, et comme j'ai dit tout à l'heure et l'ensemble des intervenants l'ont souligné, aujourd'hui, cette crise induit une pression énorme sur les coûts et les revenus. Donc, elle nous contraint à nous ajuster, revoir notre trajectoire de transformation, notre stratégie d'investissement et identifier des économies et de nouvelles sources de PNB. Cette revue, aujourd'hui, elle s'appuie, en tout cas du retour d'expérience de Société Générale Maroc, sur 4 drivers importants. Le premier, c'est donc renforcer la feuille de route digitale, donc créer, comme disait Joachim tout à l'heure, des parcours simples, intuitifs, économiques, permettant vraiment de faciliter le service aux consommateurs et aux clients. D'un autre côté aussi, enrichir un peu les services offerts sur les canaux distants, permettant une autonomisation plus forte des clients et bien sûr dans une vision omnicanale pour servir le client à travers l'ensemble des canaux et selon ce qu'il souhaite. Il s'agit également d'accélérer les projets d'efficacité opérationnelle
en favorisant la dématérialisation des processus, en lançant des outillages, des workflows, des sujets de STPisation, utilisation de nouvelles technologies telles que la virtualisation, les clouds, l'accélération de l'usage de certains enablers, des enablers qui peuvent impacter positivement l'efficacité opérationnelle et la réduction du risque opérationnel, par exemple la robotisation, l'intelligence artificielle, le machine learning, l'autorisation, la signature électronique et autres. Bien entendu, il y a le petit warning, cette digitalisation induit de nouveaux risques et donc des risques qu'il faudra adresser en termes de fraude et de cybersécurité. Ça, c'est le premier driver de la revue de portefeuille. Le deuxième, c'est privilégier des projets à génération de PNB+, en particulier dans le contexte actuel et celui à venir. Donc, sachant qu'on est aujourd'hui justement en phase de rééchelonnement de crédit, de baisse de commission, d'augmentation du coût net du risque. Donc, il faut aujourd'hui gérer la demande sur la base du ROI escompté et ancrer davantage dans l'entreprise cette culture de value for money et surtout regarder et anticiper la pérennité à long terme de la trajectoire. Parfois, on l'a tous vu dans notre quotidien, certaines approches frugales sont plus efficaces ont lieu au place d'une couverture complète des besoins. Nous savons, sur les besoins qu'on livre aujourd'hui à l'utilisateur final, uniquement 50 à 70% des fonctionnalités sont utilisées en fin de compte. Ils n'utilisent pas la totalité. Et à ce titre, nous pensons que la fonction IT doit s'ériger en tant que gardien du temps et mettre en place une démarche opportuniste pour rationaliser la demande et les investissements et d'être dans une logique agile, dans une démarche de MVP et bien entendu donc se concentrer sur les 20% d'efforts qui apportent les 80% de la valeur et systématiser par la suite les bilans à chaud et à froid. Troisième driver utilisé pour la revue du portefeuille, c'est vraiment le focus et l'industrialisation de l'usage et l'exploitation de la data. Dans le new normal, post-crise, ce qui va venir, la data a toute sa place et sa légitimité dans une logique industrielle et peut être un levier de compétitivité très fort. En utilisant l'IA, l'analytique, le prédictif, on peut mieux connaître le client, son comportement, ses moments de vie et intensifier la relation en maximisant les coûts. Quatrième et dernier driver de revue de portefeuille, c'est la revue des coûts et leur structure. Donc, une orientation plus forte vers la maîtrise et la compréhension de la structure des coûts et du poids de chaque composant, en particulier les coûts fixes et les coûts récurrents, les coûts directs et indirects, les coûts du projet et post-projet. Donc, ça, c'est les 4 drivers de revue de portefeuille. Par contre, ce qui est important aussi à souligner, juste un dernier point à souligner qui est important, c'est qu'il y a 2 facteurs essentiels à observer dans le cadre de cette revue de portefeuille. Le premier est le dialogue avec le business. En effet, même si les coûts sont des coûts à première vue IT, il est important et essentiel que la fonction IT dialogue en permanence avec le business pour bien spotter et anticiper les impacts de ces revues et s'assurer que les décisions qui sont prises sont alignées avec la stratégie de l'entreprise et avec les business leaders, afin d'éviter, au bout du compte, de couper au mauvais endroit ou de réduire, par exemple, la capacité d'investissement et d'innovation, ou alors créer, encore plus grave, une dette technologique qu'il faudra payer quelques années plus tard. Le second aspect qu'il faudra veiller, c'est aussi avoir une agilité dans l'organisation. Cette capacité à implémenter rapidement les nouvelles feuilles de route, les nouveaux plans d'économie, et pour pouvoir également réallouer les budgets là, économisés sur des sujets drivers de croissance et profiter des leçons là qu'on a apprises dans la crise pour avoir une allocation de coûts beaucoup plus saine. Au-delà de ces aspects de rationalisation pardon, je me permets juste de t'interrompre pendant 1 minute pour dire aux participants, aux 150 participants qui nous suivent, qu'il y a un questionnaire, un sondage qui est en cours. Donc, je les invite à y répondre, sachant qu'il reste moins de 4 minutes pour répondre. Tu peux reprendre la journée. Merci. J'étais sur la dernière partie, je voulais juste partager aussi un élément important, c'est qu'au-delà de la revue du portefeuille, il y a d'autres leviers d'optimisation de coûts.
qui peuvent être considérés et qui peuvent être regroupés en 3 niveaux, le sourcing, les frais du personnel et l'infrastructure et l'application. Il y a plusieurs champs d'application. Je pense que dans les slides qui vont venir, on a des exemples beaucoup plus précis. Mais globalement, on peut parler d'externalisation, de mutualisation, de revue un peu de contrat, revoir un peu les coûts pour transformer les coûts fixes en variables, transformation de la régie en forfait, rationalisation des applications, encore décommissionnement de celles qui ne sont pas réellement utilisées. Voilà, c'était tout par rapport au point de revue là, de portefeuille. Merci beaucoup, Najwa. Merci. Alors, là, on a évoqué la partie revue du portefeuille. Joachim, qu'est-ce qui peut être proposé sur la durée? C'est-à-dire ne pas réfléchir sur le build, mais plutôt sur le run. Alors, tout à fait. L'idée, c'est qu'il y a bien sûr un travail sur le portefeuille qui a pour objectif de rationaliser en allant vers là où on crée de la valeur. Et après, il y a d'autres démarches qu'on va détailler maintenant qui permettent de trouver des leviers d'optimisation. Il y a un premier axe qui est de travailler sur une analyse comparative pour déjà se dire où est-ce qu'on est bien positionné et où est-ce qu'on est moins. Et là, on va clairement parler de benchmark. Et nous, on est dans une logique de dire qu'un benchmark doit être le plus ouvert possible et donc doit s'appuyer sur des référentiels ouverts, typiquement comme aura fait le coup OSIM-SIGREF qui a été publié il y a quelques temps, qui permet finalement à des DSI de se comparer sur une base de référence commune. Quand on dit se comparer, je voudrais l'illustrer pour quelque chose d'assez concret, c'est ce qui est sur la partie droite de cette diapositive. Si on prend un exemple qui est le helpdesk, vous avez tous dans vos DSI un support, un helpdesk. On peut se poser la question de savoir si on est bon ou pas en termes économiques sur la logique du helpdesk. Cette question-là, finalement, on peut pas y répondre de façon globale, il faut regarder étage par étage. Et si on part de la vision la plus basse, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est de savoir si, en termes d'achat, on achète des ressources au bon prix. Quand on dit on achète des ressources, ça peut être des ressources externes parce que vous avez un TJM d'un prestataire, mais ça peut être simplement le salaire de votre personnel. C'est intéressant de savoir quel est le taux journalier moyen de vos ressources. Cette question-là, elle est importante, mais elle n'est évidemment pas suffisante parce que il y a un étage au-dessus qui concerne l'activité opérationnelle de helpdesk, si on reste dans cet exemple, où la question qu'on va se poser, c'est de savoir si finalement le coût unitaire de traitement d'un ticket d'incident, il est bien positionné par rapport aux autres DSI. Est-ce que chez moi, un ticket coûte 30 € alors que les autres coûtent 20, ou bien est-ce que chez moi, il coûte plutôt 15 alors que les autres sont à 20? Donc, est-ce que je suis bien au-dessus ou en dessous de la moyenne en termes de coût unitaire de traitement d'un ticket d'incident? Ça, c'est le deuxième niveau auquel on peut réfléchir. Mais ce niveau-là, il est encore insuffisant quand on réfléchit à la problématique de valeur qu'on évoquait juste avant, parce que vous pouvez imaginer d'avoir des ressources pas chères, vous pouvez avoir des tickets qui sont traités, qui coûtent pas cher en termes de coût unitaire, mais si votre système d'information n'est pas propre, n'est pas optimisé, et que vous traitez énormément de tickets d'incidents, vous ne créez aucune valeur pour vos clients. Et là, il y a besoin d'analyser finalement si vous êtes situé de façon correcte en termes de volume. C'est-à-dire que, est-ce que, étant donné la taille de votre DSI, il est normal que vous ayez tant de milliers ou de dizaines de milliers de tickets à traiter? Donc, le benchmark va vous permettre de répondre à ces 3 niveaux de questionnement. Est-ce que j'achète bien? Est-ce que je suis efficace dans mes activités opérationnelles? Et est-ce que je crée de la valeur pour mes clients? Et c'est en répondant à ce triptyque de questions qu'on va pouvoir se dire, sur chacun des sujets, est-ce que je suis bien positionné? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des endroits où il faudrait que j'améliore les choses? Et ça nous amène à l'étape suivante, qui est qu'une fois qu'on a cette vision un peu globale, on va pouvoir avoir une vue un peu top-down pour se dire comment je peux trouver des pistes en partant de cette vision benchmark et en se disant sur chacun des sujets, si je me remettais dans la moyenne du benchmark, voilà ce que je pourrais gagner. Et partant de ce constat, il y aura une approche que je vais laisser Karine détailler, mais qui part plus du bottom-up pour trouver des pistes d'optimisation sur chacun des sujets. Karine, tu veux prendre la main? Ouais. Donc l'idée, en fait, comme disait Joachim, c'est de partir en fait d'une vision un peu macro en se benchmarkant par exemple sur la base de ratios de type coût ici par rapport aux frais de gestion, ou coût ici par rapport aux chiffres d'affaires ou au PNB dans le secteur bancaire par exemple. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir en fait identifier en fait un montant en fait d'optimisation. Ce montant, on va pouvoir derrière en fait l'affiner ou le décliner à travers au fait l'utilisation d'un certain nombre au fait KPI remontés dans le benchmark plus haut pour pouvoir au fait identifier au fait des poches d'économie importantes. Et du coup, en fait, si on prend un exemple ici, par exemple, qui est là, c'est que si on prend le ratio coût ici sur chiffre d'affaires de notre
entreprises ici, en fait, on a un gain de 30 millions d'euros à aller chercher sur nos coûts informatiques qui sont ventilés entre le build, le run et puis sur les activités enable ou les activités transverses en fait, à la DSI. À partir de ce moment-là, on va essayer de regarder, par exemple, au fait, des KPI plus spécifiques. L'exemple ici des environnements hors prod. Vous connaissez tous vos environnements de développement, de recettes, d'homologation, qui ont en fait des coûts cachés et qui souvent, quand on construit des modèles de costing, ressortent parmi les services qui coûtent le plus cher parce que ces environnements, d'autant plus s'ils ne sont pas suivis, s'ils ne sont pas bien gérés, ils consomment de la puissance serveur, ils consomment de la bande passante, ils consomment du stockage. Et donc, en fait, sur la base de ce KPI, on va pouvoir dire, sur les environnements hors prod, je dois aller gagner 1 million d'euros en termes de montant. Ça, c'est une première phase qui va nous permettre derrière, au fait, sur la base, au fait, d'un certain nombre d'ateliers ou de séminaires, de pouvoir, au fait, décliner de manière importante et plus claire, au fait, les actions d'optimisation. En effet, et je vais trahir un petit secret, en fait, pour vous annoncer que l'OSIM organise la semaine prochaine un webinaire sur l'intelligence collective et son utilisation en fait dans les DSI. Vous allez recevoir rapidement en fait les invitations et la communication sur le sujet. Mais juste pour vous dire que quand on a fait ce travail d'analyse de la structure de coûts, quand on a au fait benchmarké nos différents indicateurs et identifié les postes les plus pertinentes, il s'agit maintenant au fait de décliner, de matérialiser au fait ces axes d'optimisation en actions concrètes, chiffrées et priorisées. Et nous, on est persuadés que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de mobiliser l'intelligence collective. C'est pour ça que je faisais la digression par rapport au prochain webinaire sur l'intelligence collective. De mobiliser l'intelligence collective des collaborateurs de la DSI dans le cadre de séminaires, par exemple, pour pouvoir en fait, identifier des leviers en rupture avec des gains importants et commencer en plus à faire approprier ces sujets-là par les équipes dans une démarche de changement. Si vous faites participer vos équipes à identifier les leviers, à identifier les bonnes actions, bien évidemment, ils vont les porter plus facilement en fait, au moment de la mise en œuvre. On vous a listé dans cette slide-là de manière assez synthétique en fait, un certain nombre, quelques exemples d'optimisation. Najwa avait commencé à en parler tout à l'heure. On a positionné en fait dans une matrice délai de mise en œuvre, niveau de rupture, avec une taille des boules qui est plus importante en fonction des gains. Et pour revenir sur le schéma de Joachim de tout à l'heure, on a mis un code couleur en fait pour en bleu la partie ressources, c'est-à-dire les charges, la partie achat et base salariale, la partie activité, que ce soit du build ou du run en mauve, et la partie service sur le vert. Je ne vais pas tous les parcourir, on vous partagera avec vous le support, mais rapidement, en fait, quand on se positionne au niveau des ressources, et donc essentiellement des achats, on va pouvoir travailler sur la renégociation des contrats. Najwa en a parlé tout à l'heure, notamment sur les télécoms, voie data, mais aussi sur les maintenances. Les contrats de maintenance peuvent être renégociés avec les fournisseurs. Alors, on pourra travailler sur la rationalisation des licences à travers des démarches de software asset management ou de FinOps. Ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on parle de crise, mais nos fournisseurs, les éditeurs, les prestataires vivent une période très difficile également. Je regardais ce matin les chiffres des ICDC, en fait, les statistiques au niveau monde. En fait, il y a une baisse le mois de mars, voilà, de 3% et de 5% au mois d'avril. Donc, en fait, les prestataires, les éditeurs, les constructeurs, en fait, vont être en pression énorme. Et donc, ils vont être plus regardants sur la gestion logicielle, sur le nombre de licences que vous utilisez par rapport aux licences que vous consommez. Et donc, en fait, les activités de software asset management, de finance peuvent être extrêmement importantes. On va pouvoir travailler sur la massification des prestations. Là, je vais parler sur le volet achat. La massification des prestations, la résiliation des maintenances, au fait, des applications ou des matériels à décommissionner qui n'est pas forcément utilisé, ou le pilotage de la limite make or buy, comme disent les consultants, ou l'internalisation et externalisation. Il ne s'agit pas forcément de pousser vers l'externalisation. On vivait ces dernières années plutôt une tendance vers la réinternalisation. Ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question sur le coût complet et la qualité entre interne et externe. Et je vais finir, en fait, pour dire que ces leviers qu'on vient de voler sur la partie ressources, on retrouve les mêmes sur les volets activités
à travers la rationalisation des types d'infrastructures, notamment les infrapropriétaires, pour filer progressivement vers l'infra de type x86, des infra banalisés, la limitation des voleurs de données stockées, en fait, de la valeur des données stockées, en les purgeant ou en les sauvegardant. La sauvegarde coûte jusqu'à 10 fois moins cher que le stockage, en analysant, en fait, l'usage utile des plateformes et en pilotant les réserves de capacité. Ça, c'est des volets autour, en fait, du run. Et puis, au niveau des services, on peut travailler, en fait, sur la valeur de chaque service rendu par la DSI, la valeur client vue par le client par rapport au coût complet, en fait, de ce service-là. Et on peut penser à cette phase-là, à décommissionner les services peu utilisés ou pas utilisés, à les remplacer par des outils éventuellement open source ou propriétaires, mais des outils qui coûtent moins cher et qui sont plus modernes. On peut travailler sur les services bureautiques en rationalisant les impressions, par exemple. On imprime beaucoup dans nos entreprises au Maroc en mettant en place des approches terminaux légers ou bring your own device, comme la période, en fait, si prête. Donc voilà un peu quelques exemples, au fait, de leviers. Ce qui est très important à noter, c'est que ces leviers, au fait, doivent être au fait appliqués au cas par cas en fonction des spécificités de chaque DSI, de chaque entreprise et sur la base de l'analyse de la structure du coût et des benchmarks opérationnels détaillés. En tout cas, il y a énormément de leviers. Je pense que la partie analyse contextuelle est tout à fait pertinente. Mais en tout cas, là, lorsque vous allez partager avec nous les supports de présentation, ça donnera beaucoup de réflexion à tous les participants qui vont les recevoir. Alors, tout à l'heure, Joachim avait parlé de benchmark à Alphia. Et comment vous avez utilisé, est-ce que vous avez utilisé des benchmarks comme levier d'identification des coûts ou d'optimisation des coûts? Oui, bien sûr, je peux faire état d'une année de participation à ce groupe de benchmark parce que jusque-là, on avait travaillé le modèle avec Costhouse et donc elle est restée, on ne pouvait pas se comparer, mais l'objectif final, c'était justement de participer dans le groupe de benchmark et pouvoir voir ou se comparer par rapport aux semblables, en tout cas, secteurs d'activité. Parce que bon, dans la logistique, on pourrait pas se comparer aux secteurs comme banque ou assurance qui sont beaucoup plus digitalisés et tournés clients par rapport à la logistique, donc c'est d'autres types de services. Mais en tout cas, je donne des exemples assez simples. En fait, des fois, bien sûr, il y a des leviers sur les coûts. On se pose la question en voyant le benchmark pour se dire est-ce que déjà notre modèle il est fiable et viable. On se pose la question sur la justesse de définition de modèle, mais au-delà, il y a des impacts indirects sur les process. Je donne un exemple assez simple. Dès la première modélisation chez FM, notre taux de test en fait des outils informatiques ou en tout cas des produits, elle était très très faible. Et en fait, justement, en remontant un petit peu le processus, c'est vrai que les impacts indirects étaient très importants parce que quand les tests ils se faisaient pas de manière adéquate, on se retrouvait avec un produit qui générait beaucoup d'incidents ou des problématiques et ça générait des coûts importants de main-d'œuvre, en tout cas d'intervention externe notamment. Et en fait, au bout de cette réflexion, justement, on a amélioré le KPI et en fait, on a carrément implémenté et les procédures de test obligatoires, les checklists de mise en production des outils, en tout cas, ou des adaptations ou des updates sur les logiciels. Et on a vraiment une équipe maintenant, et en tout cas, le processus, il marche et ça permet justement d'optimiser et d'avoir moins d'incidents parce que justement, plus d'incidents, moins de valeur ajoutée, on aurait pu travailler sur autre chose au lieu de traiter les incidents. Et dans les objectifs, par exemple, la réduction des incidents, elle reste d'actualité. Et par exemple, dans le cadre de cette crise qu'on passe, notamment liée au Covid, on a tout de suite rapidement mis en place un processus de management, de change management, pour exemple, pour limiter les mises en production, en tout cas de gérer les mises en production et pour ne pas mettre en risque, en péril la continuité opérationnelle. Et en fait, donc le lien de ce type, assez indirect sur le processus, au final, indirectement impacte énormément les coûts internes et surtout sur la continuité. Et en fait, le benchmark, justement, qui était révélateur de ce type de KPI. Et justement, comme on va continuer à travailler dans ce groupe, on va toujours être à l'affût, justement, des KPI lesquels on peut suivre et optimiser pour justement bénéficier justement de cette information. Donc, c'est très, très intéressant et important. D'accord. Ok, merci. Olivier,
Est-ce que tu peux partager avec nous quelques éléments par rapport à l'IT Design to Cost? Avec plaisir. Donc l'IT Design to Cost, c'est quoi en fait? C'est transposer ce qu'on fait dans l'industrie depuis à peu près les années 80 à l'univers des services et plus particulièrement l'univers des systèmes d'information. L'idée c'est quand vous avez soit des projets importants, soit des prestations récurrentes, ITMA, qui sont confiées à un fournisseur important, d'essayer d'aller retravailler cette matière-là, non pas avec une vision juste de négociation commerciale, mais une approche véritablement technico-économique qui consiste à dire finalement, si on travaille ensemble, on peut redéfinir la façon de travailler ensemble et identifier des leviers qui vont agir sur la structure de coût et non pas sur la marge du fournisseur. Et ainsi, on va pouvoir actionner des leviers qui sont beaucoup plus forts que ceux d'une simple mise en concurrence. Donc ça veut dire que s'il y a des acheteurs qui nous écoutent, on casse le schéma classique séquentiel d'une consultation achat avec un bon cahier des charges très figé qui fait suite à des études techniques, puis ensuite qui est confié à des acheteurs qui vont mettre en concurrence et faire des analyses de grille. Là, on va être sur une approche qui va consister à identifier un, deux ou trois acteurs stratégiques avec lesquels on est en confiance pour travailler, et on va engager des travaux itératifs de co-conception de la solution avec un objectif économique en visée, et petit à petit on va réduire le spectre du champ des possibles et du nombre de fournisseurs pour contractualiser avec le fournisseur qui atteindra l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, ce genre de travaux qu'on peut mener, y compris dans le cadre de marchés publics en France, en Europe, on a un cadre juridique qui permet, y compris pour les acteurs publics, qu'on appelle le dialogue compétitif. Je ne sais pas s'il y a eu des déclinaisons de ce principe-là dans les marchés publics marocains, mais le principe est vraiment d'avoir un partage de compréhension des leviers technico-économiques entre le donneur d'ordre et le fournisseur. Et avec ça, nos retours d'expérience montrent qu'on peut avoir des gains qui sont entre 15 et 50%, qui seraient courant d'être autour de 25-30%, le centre de gravité est à peu près là en termes de rupture de coût, sans se mettre en risque parce que le fournisseur garde derrière une marge correcte. Ça veut dire que dans la durée du contrat ou dans l'exécution du projet, on ne fait pas porter de risque lié au fait qu'on a actionné des leviers d'optimisation. On a eu quelques retours d'expérience effectivement qui sont cités là, un grand acteur de l'énergie sur un projet de migration SAP sur un très très grand et de TMA SAP sur un très grand périmètre, très très large, avec un gain de 20%, sachant qu'on avait déjà eu des actions de négociation pour chacun des contrats. Alors, Olivier s'était posé la question, est-ce que c'est applicable au Maroc, Karim, toi qui es au Maroc, comme nous? Alors, d'abord, je voudrais répondre à la remarque d'Olivier sur le dialogue compétitif dans les marchés publics. Oui. Le dialogue compétitif existe au Maroc uniquement pour les partenariats publics-privés. Il n'existe pas malheureusement pour tous les autres types de contrats publics. Ça me permet au fait de rebondir sur la maturité au fait de la fonction au Maroc, qui est en train en fait de monter en compétence. Et d'ailleurs, en fait, cette crise a permis au fait de faire bouger en fait, la partie publique sur un certain nombre de sujets, notamment de dématérialisation, de réponse aux appels d'offres, de manière dématérialisée ou des choses comme ça. Donc, on espère une évolution. Sur la partie privée, au fait, aujourd'hui, les achats informatiques restent un métier extrêmement technique et qui n'est pas très très présent en dehors de quelques entreprises, des grandes entreprises, des grandes DSI, où on a des acheteurs informatiques dédiés. Et aujourd'hui, nos démarches achats restent essentiellement au fait tournées autour de l'appel d'offres, la consultation, la négociation, et donc dans un côté un peu frontal entre prestataires et entreprises. Mais je suis persuadé que cette crise-là, je parlais tout à l'heure en fait des difficultés comment rencontrer également nos fournisseurs, nos prestataires, et qui va mettre en fait, on prévoit déjà qu'il y ait un peu de tension entre parenthèses entre les prestataires et les entreprises dans les mois à venir. Notre vision en fait, c'est vraiment de construire des relations sur la durée, des relations, des partenariats, et comme le disait Olivier tout à l'heure, ces démarches de design to cost permettent en fait
de sécuriser la marge des prestataires, des fournisseurs et de travailler sur la structure de coûts en total partenariat. Moi, je pense que la crise actuelle va permettre en fait à nos entreprises, aux directions des achats, aux prestataires d'aller vers cette tendance qui permet en fait des économies très importantes, tout en gardant en fait en général à la fin de ces projets-là et le fournisseur et le client, le donneur d'ordre sont très satisfaits tous les deux. En tout cas, c'est vrai que, et c'est vécu, les changements que nous avons réussi et que nous avons vécu pendant cette période-là étaient tout à fait inimaginables juste avant la crise du Covid. Donc effectivement, c'est l'opportunité, comme avait dit tout à l'heure Najwa, c'est l'opportunité de faire un certain nombre de réussites. Et sur le process achat, effectivement, il y a encore des choses à améliorer certainement. Maintenant, il n'empêche que le contexte reste quand même très incertain. Quel levier Joachim, quel levier pouvons-nous disposer pour pouvoir un peu gérer cette incertitude et avoir des éléments pour un peu nous orienter? Parce qu'effectivement, on sait, on voit que la fin de la crise arrive, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on ne sait pas quel sera l'impact au niveau des différents secteurs d'activité, comment évolueront les relations avec nos partenaires fournisseurs ou nos partenaires globalement. Donc, y a-t-il quelque chose à faire pour gérer cette incertitude? Je dois un point très important, c'est que effectivement le constat qu'on peut faire, c'est que on ne sait pas. Alors, si quelqu'un autour de la table est capable de nous dire de façon claire ce qui va se passer dans les semaines à venir, je pense qu'on lui accordera assez peu de crédit. Ça nous amène à une problématique qui est justement de gérer cette incertitude. Pour gérer l'incertitude, il n'y a pas des milliards de solutions. En fait, on est obligé d'envisager différents scénarios qui vont prendre en compte des hypothèses pour dire voilà ce qui va se passer si jamais l'activité diminue du fait de la crise, et voilà ce qui va se passer si, comme on l'espère, les affaires redémarrent de façon un peu plus forte dès lors qu'on sortira du confinement actuel. Et donc la problématique, c'est d'être capable, à partir d'une structure de coûts que l'on maîtrise aujourd'hui, parce qu'on connaît notre budget, on sait ce que l'on a comme dépenses, d'être capable de se projeter en faisant des simulations et en faisant des hypothèses, en disant qu'est-ce qui se passerait si il se passe telle chose, s'il se passe telle autre chose. Et là, on arrive sur un sujet qui est un peu novateur, mais qui aujourd'hui se déploie auprès des DSI, qui est justement cette problématique de simulation, où en fait, en général, on raisonne sur une structure de coûts en disant j'ai des dépenses qui me servent à réaliser des activités qui fournissent des services qui sont utilisés par les métiers ou les partenaires de l'IT. Ça, c'est la vision classique de répartition des coûts qui permet de savoir combien on dépense. Là, on est en train de faire le chemin inverse, c'est de dire je veux partir d'hypothèses business à la hausse, à la baisse, et je veux voir comment ces hypothèses business vont se traduire en impact sur ma structure de coûts pour faire pour faire des scénarios qui vont me permettre de dire scénario haut, qu'est-ce qui va se passer, scénario bas, scénario médian, en étant bien sûr conscient du fait que tout ce que l'on a comme hypothèse ne va pas avoir un impact linéaire sur la structure de coûts. Et Karim, si tu passes peut-être juste à la planche suivante, ça va permettre de l'illustrer. On est dans une logique, si vous voulez, où on a des hypothèses qui peuvent s'appliquer à différents niveaux. On peut avoir des hypothèses au niveau métier en disant tel service mis à disposition par l'IT va augmenter en volume. Tout à l'heure, on parlait des outils de collaboration à distance. On voit bien que c'est en train de monter en flèche. On a peut-être d'autres services qui, par voie de conséquence, diminuent. Donc là, on a des hypothèses métiers que l'on peut appliquer sur nos services. On peut avoir des hypothèses beaucoup plus opérationnelles parce qu'on a parlé de levier d'optimisation. Si on dit que je vais retravailler mon contrat avec mon prestataire, que je vais optimiser certaines choses, là, on va avoir des hypothèses opérationnelles sur les activités, idéalement à la baisse, en disant qu'on va réussir à trouver des leviers d'optimisation. On peut aussi avoir des hypothèses financières sur les ressources, qui vont être le fait d'avoir une gestion des salaires qui peut être soit gelée à cause de la crise, soit gérer des augmentations de salaires. Donc toutes ces hypothèses vont aller s'impacter sur la structure de coût de l'IT. Et il faut prendre en compte un ensemble de règles. C'est-à-dire que tout n'est évidemment pas linéaire. On va avoir des activités ou des dépenses qui seront plutôt linéaires, d'autres qui seront fixes. Un amortissement que vous avez, si vous avez une capacité serveur qui est suffisante et que vous voyez venir
les choses de façon raisonnable, on peut considérer qu'on est sur quelque chose qui va évoluer de façon fixe ou, comme le montre le schéma, par palier. C'est-à-dire que tant qu'on a de la capacité, ça passe. Et puis quand on n'en a plus, il va falloir réinvestir. Donc on est sur quelque chose qui évolue par palier. Et donc on a des outils de simulation qui vont permettre de prendre les hypothèses business, de faire jouer ces règles et de voir quel sera l'impact, de façon à ce qu'on puisse ensuite avoir des comparaisons. Et là, on est effectivement sur un exemple type qui montre une espèce de schéma en cascade où on part de la barre verte qui est à gauche, qui constitue finalement la structure de coût de référence et le budget de l'IT à date. Et puis, on voit les différentes barres successives à la hausse ou à la baisse, qui sont soit vertes, soit rouges, qui montrent l'impact d'hypothèse. Là, on a fait un petit exemple où on avait une hypothèse qui était que du fait du Covid, on a été obligé d'augmenter de façon forte le parc de PC mobile pour les employés de 20%, ce qui a conduit à une augmentation des coûts. Inversement, on a réduit le parc de PC fixe de 10%, ce qui a réduit les coûts. On a eu une augmentation des utilisateurs de l'ERP, ça a augmenté. On a augmenté les campagnes CRM, là encore, on a une augmentation. On a fait une optimisation sur les coûts du data center, etc., etc. Et donc, on voit s'empiler ces hypothèses qui, évidemment, ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles s'empilent les unes derrière les autres. Et ça va permettre, finalement, en faisant jouer ces hypothèses, d'arriver à une simulation qui dit, ben voilà, si on fait tout ça, ben, la structure de coût qui était à 34 millions, elle passe à 36 millions. Et donc, on est typiquement dans un sujet qui préoccupe les DSI, qui est de savoir comment partir vers une référence et d'aller se projeter sur un horizon de quelques mois ou 1 an ou 2 ans, se projeter sur quelle sera la structure de coût en cible, en prenant d'un côté les nouveaux projets de transformation numérique dont on parlait, et en impactant de l'autre toutes les optimisations de coûts qu'on aura pu identifier au travers des leviers qu'on vous a présentés avec Olivier et avec Karine. Donc ça fait boucle un peu le discours que l'on a eu, qui était de dire il y a d'un côté la valeur qu'il faut amener auprès des métiers, les projets de transformation numérique qu'il faut favoriser, il y a tous les leviers qu'il faut être capable d'identifier pour maîtriser les coûts, et notamment les coûts de run, et à la fin, tous ces éléments-là, il faut les mettre en musique et être capable de simuler ce que ça va donner pour finalement être capable de dire auprès d'un comité de direction, voilà les hypothèses et voilà les scénarios auxquels on est confronté. Donc ça n'apporte pas une réponse à l'avenir parce que ça, personne ne peut le dire, mais ça donne des éléments de prise de décision qui sont étayés par des scénarios valorisés. Je ne sais pas si on n'a pas perdu Hussein. Hussein? J'ai un peu débordé sur l'horaire, mais... Connexion. On peut peut-être céder la parole pour la conclusion qui arrive à Najwa et Alfia. Si il y a un problème de bande passante chez Hussein. Il a trop optimisé le Hussein sur ses contrats data. Vous pouvez le levier réseau un peu fortement. Voilà, c'est ça. Dialoguer avec le business, là. Exactement. Je crois que la dernière question, en fait, c'était adressée à Olivier, Najwa et Alfia sur leur vision, justement, des futurs et notamment, au fait, de l'impact de cette crise sur le DSI à long terme. Kim, tu prends la parole? Je prends la parole. Honneur aux dames, vas-y Najwa, après Kim, après Olivier. Ok. Par rapport à ça, moi je pense que le déconfinement ne signifiera pas certainement un retour à la normale, malheureusement, et n'est certainement pas universel dans la manière dont on va procéder. L'ouverture va prendre plusieurs formes selon les pays, les régions, les secteurs d'activité qui vont s'ouvrir différemment. En Chine, par exemple, 1 mois après le déconfinement, on a bien vu que le taux de retour à l'activité était à 97%, par exemple, pour le secteur auto, 70% pour le secteur du textile et uniquement 40% dans le secteur de restauration. Aujourd'hui, on le sait, toutes les organisations travaillent sur un plan de reprise, un plan de nouveau départ. Je pense que tu es revenu, tu es parmi nous là. Possible? On te retrouve? J'essaie de me reconnecter, j'ai un petit souci informatique. C'est de l'informatique, Hussein. C'est pas résultat d'optimisation, non? Ah non, absolument pas. Donc, on prenait, Karim a pris un peu le relais. Là, on est sur les derniers points. Donc, je disais par rapport à ça, toutes les organisations aujourd'hui travaillent actuellement sur un plan de reprise, un plan de nouveau départ qui va s'étaler certainement sur plusieurs vagues.
et des durées plus ou moins longues, comme c'est le cas actuellement pour la France. Au-delà de ces plans de reprise, il y a un sujet aussi qui est important, c'est comprendre un peu l'impact de la crise sur les consommateurs. L'impact qu'ils vont avoir, ça c'est des petites certitudes dans le monde incertain et les incertitudes dont tu parlais tout à l'heure, Joachim. C'est qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il y aura forcément un impact sur le pouvoir d'achat. Les incertitudes qui planent sur le futur, elles vont continuer et la focalisation de plus en plus accentuée sur certains sujets qui deviennent aujourd'hui, on le sent, un peu top of mind chez certains consommateurs, tels que la santé ou l'épargne. Donc là, c'est les deux nouveaux sujets qui sont un peu priorisés chez les consommateurs. La relance prendra certainement un temps certain, donc pour un peu plus de temps. Donc, à la lumière de ces facteurs, je pense que les entreprises devront revoir leurs prévisions de demande, leurs prévisions sur les usages et le panier moyen des clients. Ils devront également anticiper l'évolution des habitudes. Selon une étude récente de McKinsey, 55% des consommateurs chinois vont continuer probablement à acheter en ligne. Donc ça présage un peu de ce qui continue à venir, d'où les plateformes digitales qui doivent continuer à se développer, à s'enrichir avec de nouveaux produits et services. Les entreprises doivent également anticiper les attentes de consommation, anticiper la vigilance accrue des consommateurs sur la santé et la sécurité, à travers le contrôle température à l'entrée des magasins, généraliser les méthodes de paiement sans contact, assistance, maintenance à distance, extension des approches click and collect, les livraisons à distance ou autres. Pour revenir à la question précise qui concerne les impacts sur la fonction IT, je pense qu'on l'a complètement répondu en partie à travers les différentes interventions et surtout quand on a parlé des injonctions entre la maîtrise et l'optimisation des coûts et le développement du digital et des services avec des propositions de valeur tangibles. Ces injonctions qui paraissent d'un premier abord un peu contradictoires ou paradoxales ne le sont pas en réalité. Plus que jamais, nous sommes convaincus, la fonction IT doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise. Elle doit se tourner et dialoguer avec le business et être à l'écoute de ses attentes en lui proposant des solutions un peu novatrices, un peu out of the box pour répondre à ses besoins. Et ceci est d'ailleurs cohérent avec les transformations récentes de la fonction IT qui s'accentuent encore davantage dans le concept actuel. La fonction IT doit continuer à se transformer en passant d'un rôle simple de fournisseur classique de ressources et de compétences IT à un créateur de services innovants à valeur ajoutée. Elle doit être partie prenante de l'expérience client et collaborateur et apporter des solutions un peu novatrices à valeur ajoutée. En tout cas, c'est passionnant. Je ne sais pas si Alfia devait intervenir. Alfia et Olivier après, oui. Oui. Ok, merci. Donc, je confirme le fait que visibilité, elle est très, très limitée et bien sûr, nous, on va travailler plutôt les scénarios, comme disait Joachim, les scénarios des évolutions des impacts sur l'activité, sur le chiffre d'affaires et sur le résultat. Et en fait, en fonction, donc, on va actionner les leviers ou les prises de décision ou des plans d'action en fonction de ces scénarios qui vont se réaliser au fil de l'eau. Voilà, parce que l'éventail des pays chez nous, il est très large. Donc, je pense que la vitesse de reprise d'activité, elle sera pas la même, en fait, pour toutes les activités, tous les clients, en fait, ça va être vraiment très, très différent en fonction des pays, de l'activité et de clients qu'on aura en face. Bien sûr, je pense, nous, on se rend compte que on va revenir à quelque chose, mais on ne sait pas à quel normal on va revenir, donc ça c'est clair. Mais on se pose des bonnes questions dans le sens c'est que on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'approche consommation des clients. Et est-ce que le volet social il prendra d'autres importances aussi de sujets. Donc voilà, digitalisation maintenant, la stratégie elle est confirmée, on l'avait déjà lancée, mais là il n'y a plus de raison de ralentir là-dessus. Donc, la façon de travail aussi, donc on pourrait être impacté énormément. On se rend compte aussi sur certaines choses qui étaient considérées comme significatives, elles ne le sont plus autant, et qu'il y a d'autres sujets qui n'étaient pas considérés, le sont en considération beaucoup plus significatifs aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui vont être menées
dire comment est-ce qu'on s'adaptera à cette nouvelle façon d'être et au nouveau contexte. L'IT, bien sûr, devrait s'adapter aussi, notamment vous avez parlé de digitalisation, d'utilisation de données. On a cette capitale de données, mais est-ce qu'on l'utilise correctement? Voilà, peut-être il a des projets qui peuvent être menés aussi en interne sans forcément de dépenser. Donc, voilà, donc, ces réflexions, je pense, qui vont être menées ces prochains temps. D'accord. Peut-être qu'on a un deuxième... Olivier. Ah, c'est Olivier. Voilà. Bien, comme le temps passe, je vais essayer d'être très rapide et très succinct. Par rapport à ce qui a été dit, pour faire une synthèse, je pense qu'effectivement, il va y avoir un challenge de création de valeur pour les DSI, c'est-à-dire que notamment la période de confinement qu'on a vécue montre que la frontière entre le monde professionnel et personnel devient très très compliquée, y compris dans l'espace. Et donc, l'attente des collaborateurs d'avoir un système d'information qui a la même performance, la même ergonomie que toutes les applis qu'ils utilisent à titre personnel va être encore plus forte. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un challenge encore plus fort pour les équipes IT. Dans le même temps, la pression économique, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, va être forte et certainement renforcée parce qu'on s'engage, je pense, dans une crise importante et au minimum dans une transformation qui va faire que de toute façon certaines entreprises vont subir des crises et des niveaux de rupture très très importants. Donc l'économique sera là. Et pour rebondir sur le sujet que j'ai traité tout à l'heure, je pense que pour arriver à répondre à ces deux injonctions, sachant que la structure de coût d'une DSI est composée essentiellement de coûts externes, de revoir le mode de fonctionnement avec le fournisseur est absolument essentiel si on veut s'en sortir et avoir de la compétitivité. C'est-à-dire que il faut arrêter de considérer la dépense du fournisseur comme uniquement un coût, mais comme étant une contribution à la valeur ajoutée. Et à partir du moment où la dépense externe est plus importante que l'interne, il faut, comme on fait actuellement, on prend soin de nos collaborateurs, eh bien, il va falloir prendre soin de ces fournisseurs et travailler en intelligence avec ces fournisseurs. En tout cas, je pense que les dépenses qui sont orientées vers l'IT en général sont au moins créatrices de valeur, sinon elles apportent des économies. Par ailleurs, en général, quand on achète un PC, une connexion, c'est qu'on a un déplacement qu'on gagne. Et donc, il y a des optimisations qui sont faites et qui sont réalisées par ailleurs. Je propose d'aller vers les questions-réponses. Avant Hussein, on avait une photo de notre ami Zakaria. Ben voilà. On remercie encore. C'est Zakaria Dignac qui a fait d'excellents schémas. Donc, un commentaire, Karim, toi qui es en train de parler. Bravo la DSI. Moi, je pense qu'il faut pas que les DSI vont pas repartir avec des pneus crevés. Au contraire, ils vont pédaler, c'est clair. On va tous pédaler, mais que ils vont y arriver. En fait, moi, je suis vraiment content en fait de la réaction qu'on ressent dans beaucoup d'entreprises au fait sur ce qu'a réussi au fait les DSI pendant cette crise, que ce soit dans notre entreprise, au sein de l'État. On a parlé tout à l'heure, il y a plein de succès au fait en quelques semaines. On a vu au fait le télétravail, l'école online, des choses comme ça. Donc moi je pense que cette crise doit permettre au fait de repositionner au fait le DSI en rôle stratégique qui le mérite et donc un rôle en fait au-delà de business partner, business maker. Le DSI doit au fait et ramène au fait du business et de la valeur au fait au sein de l'entreprise. Si je peux me permettre, par rapport à ce schéma, moi je trouve qu'il me parle. Il me parle vraiment parce que il est drôle. Et deux, merci Zakaria pour ce schéma. Et deux, ça me fait rapidement réfléchir à autre chose. Pourquoi on est obligé de prendre un vélo? Pourquoi on ne prend pas un monocycle? On a une roue, ben on se débrouille avec la roue et on avance. Donc pourquoi ne pas réfléchir out of the box, transformer le vélo pour continuer à avancer et avancer encore plus vite? Peut-être qu'avec un monocycle, je me rappelle plus des cours de physique, mais je pense que c'est plus léger, donc ça ira plus vite. Exactement. En tout cas, on retiendra que la DSI pédale. Et pour le bénéfice de l'entreprise. Alors, on va commencer par les questions-réponses. On en a eu énormément.
Je devrais retomber sur la première. Alors, on a une première question de Omar Filali, notre ami qui nous dit, est-ce que la réflexion autour de l'optimisation IT post-Covid est déjà lancée? Si oui, quels sont les leviers retenus par les entreprises et filiales marocaines? Je ne sais pas qui pourrait prendre ça en charge. Rapidement, et peut-être me laisser une joie parler. En fait, ça fait maintenant un certain nombre de semaines, puis on a parlé tout à l'heure qu'on est dans cette crise. Les DSI, en fait, se sont concentrés au début, et comme on en a parlé, en fait, sur le fait d'assurer la continuité d'activité. Et donc, en fait, il y a eu un travail énorme. Il faudra les féliciter, jour et nuit, week-end compris, pour pouvoir, en fait, permettre, en fait, la continuité d'activité et le travail des équipes en totale sécurité. Effectivement, en fait, depuis quelques jours ou quelques semaines maintenant, en fait, l'ensemble des DSI des entreprises ont pu sortir un peu la tête de sous l'eau et commencer en fait, à se projeter sur le futur, à commencer en fait à s'intéresser à leur forecast, à leur reforecast, à la priorisation des projets, au budget, à réfléchir à comment en fait identifier. Sur les leviers, bah en fait c'est les leviers dont on a parlé. En réalité, le premier levier qu'utilise en fait le DSI, c'est les projets. On en a déjà parlé, mais il faut faire attention à ne pas trop toucher aux projets, notamment ceux en fait de transformation digitale, ceux qui créent de la valeur pour l'entreprise. Et le deuxième volet, c'est bien évidemment le volet achat. Et donc, au fait, quand on dit achat, c'est la gestion de la demande en amont, c'est-à-dire le fait de ne pas acheter ou le fait de mieux acheter. À ce stade, au fait, c'est les premiers leviers au fait auxquels les entreprises réfléchissent. D'accord. Merci beaucoup, Karim. Alors, on a une deuxième question de Mbati, monsieur ou madame. Donc, il disait, bonjour, si arbitrage à faire entre budget éthique et préconisation de manière à arbitrer pertinemment entre les différentes thématiques traitées par les équipes IT. Exemple, sujet réglementaire, digital, sujet à fort ROI ou bien obsolescence. Je pense que c'est un sujet sur lequel on a à peu près répondu, notamment sur la priorisation des projets en termes de portefeuille. Oui. Je propose de... Oui, Je pense qu'on a répondu, mais j'ai un petit complément peut-être à apporter oui, par rapport à ça. bien sûr, monsieur. Au-delà des réponses qu'on a données un peu lors de ce webinaire, je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir, même en faisant des sujets réglementaires, faire de l'innovation, utiliser des enablers, et forcément, ça fait avancer les choses sur d'autres sujets. Pour l'avoir testé sur des sujets précis réglementaires, c'était vraiment le moyen ou le catalyseur pour lancer des sujets d'innovation des enablers et qui permettent justement de résilier et de pouvoir leverager sur ça et de les utiliser sur d'autres sujets d'efficacité opérationnelle ou de PND+. Donc, c'est pas forcément antinomique, c'est juste une façon de travailler, de mutualiser et de voir les choses. D'accord. Troisième question de Anas Mardi. Bonjour, dans quelle mesure les investissements en cloud sous forme d'OPEX peuvent prendre le dessus et quid du challenge de la donnée sensible sur le cloud? Alors, le challenge de la donnée sensible sur le cloud, on en connaît tous un sujet parce qu'effectivement... C'est toi qui va répondre à cette question, Christine. En tout cas, moi, je vais juste me lancer parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. On a eu tous envie de se lancer sur le cloud à un moment donné, en tout cas au Maroc, notamment dans le secteur bancaire. Et puis après, il y a une réglementation qui nous a freiné dans notre élan. Et puis après, au minimum, elle a créé de la zizanie entre les personnes qui devaient prendre la décision parce qu'effectivement, il y avait des enjeux réglementaires qui n'étaient pas très clairs. Donc, ça a freiné quand même certaines choses. Bon, aujourd'hui, avec la crise du Covid, je pense que les mentalités sont en train de changer. Je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller un peu plus sereinement vers ce type de plateforme qui ont montré leur valeur ajoutée, que ce soit en termes de qualité de service, mais également en termes de coûts, si on raisonne en termes de coûts d'utilisation. En tout cas, ça, c'est ma perception à moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter un complément. Non, je partage, c'est Houssine, je partage effectivement le cloud a énormément d'atouts et il peut libérer l'entreprise des contraintes et des limites imposées par le parc informatique et logiciel en termes de capacité, d'espace de stockage, nombre d'utilisateurs. Donc, c'est vraiment bénéfique.
avec aussi donner cet aspect de modularité, de pouvoir revoir à la baisse, revoir à la hausse en fonction des besoins. Maintenant, il y a effectivement le cadre de sécurité qu'il faudra créer autour et le cadre réglementaire justement qu'il faudra travailler pour que ce soit limpide pour tout le monde et que les règles d'usage soient claires. Et pour finir sur ce point-là, il est clair que personne ne remet en cause les atouts au fait du cloud en termes de scalabilité, en termes au fait de résilience au fait des outils, mais il faut faire très attention à l'argument des commerciaux d'un certain nombre au fait d'entreprises sur les coûts au fait de cloud qui seraient inférieurs au fait au coût des on-premise. Ça peut l'être. Mais ça peut être le contraire. Donc en fait, il faut vraiment faire très attention. Aujourd'hui, en fait, les modalités de facturation, que ce soit des logiciels ou des infrastructures, deviennent très très compliquées, avec des modèles extrêmement compliqués. D'ailleurs, on voit apparaître des nouveaux métiers au sein des DSI autour de ça. Donc en fait, notre vision, c'est de dire que le cloud n'est pas systématiquement un levier d'optimisation du coût. Ça peut l'être. Il faut regarder pourquoi. Voilà. Alors, encore une question de Monsieur Oussama Hamel. Donc, il dit, donc, y aurait-il comme une forme d'instinct de survie, un retour à la case départ, ou bien une réelle transformation dans les organisations? Je pense que c'est une question qui va plaire à Olivier. Sur justement en fait les transformations des organisations suite à cette crise du Covid. Tout à fait, c'est un petit peu un nez dada, effectivement. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui par le confinement remet en cause tout un tas de choses, à savoir, à commencer par les codes vestimentaires, puisqu'on travaille ensemble, là, chacun les uns les autres de la maison, donc il y a un certain nombre de codes qui sont abandonnés. De la même façon, on est, je dirais, tous traités de la même façon qu'on est en webconférence. Donc, on a un aplatissement finalement complet de l'organisation. Il n'y a plus la symbolique du fauteuil plus élevé et plus confortable par rapport à la petite chaise de la personne qui est en face, etc. Donc, toute une symbolique qui est en train d'éclater. Et on travaille en interaction autour de sujets les uns avec les autres. Et je pense que les organisations vont devoir prendre en compte cette réalité qui en fait était déjà réelle avant la crise et de basculer d'une organisation taylorienne hiérarchique qui est issue de notre histoire industrielle du 19e siècle pour basculer vers une organisation au réseau où on va mettre en évidence les interactions des différents acteurs les uns avec les autres, mais non plus sous forme hiérarchique, mais sous forme des interactions que les uns et les autres ont entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on peut avoir une vision de ce que j'appelle l'entreprise étendue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre les parties prenantes dans ces interactions, ce qu'on ne voit jamais dans un organigramme, et donc notamment faire apparaître les clients, les fournisseurs, les financeurs dans cette représentation de l'organisation. Et je pense que ça peut amener des réflexions qui sont très intéressantes dans l'organisation des processus et aussi de l'outillage des systèmes d'information. Je confirme et j'adhère parfaitement à ce que tu viens de dire. Je pense qu'une des leçons apprises là de cette crise, c'est vraiment le changement radical des rapports humains au sein d'une organisation. C'est vraiment le point à retenir et c'est quelque chose qui, à mon avis, qui va continuer à se transformer même post-crise. Exactement. Christine, on t'a reperdu. C'est normal, j'avais enlevé le micro. Donc finalement, ceux qui auront vécu le Covid auront vécu quand même une expérience relativement exceptionnelle. Il faut la prendre du côté positif. On a encore beaucoup d'autres questions. Moi, je vais vous proposer d'en prendre une ou deux. Alors, quels seraient les axes technologiques prioritaires pour les investissements IT post-Covid-19 dans la région EMEA? Je pense que... Oui. Non, mais vas-y. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, un peu, c'est tout ce qui est digital, tout ce qui est enabler, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est intelligence artificielle, offérisation, robotisation, signature électronique, tout cloud éventuellement, si on arrive à résoudre le sujet réglementaire et le sujet de sécurité.
mais l'ensemble de ces éléments qui permettent une accélération digitale, qui permettent d'adresser des problématiques métiers de manière différente, sont vraiment les sujets d'actualité, des sujets sur lesquels il y avait déjà un engouement. J'ai assisté ce matin à un séminaire BCG où on interrogeait l'intervenant sur le délai de démarrer un peu l'intelligence artificielle dans les organisations. Et il a dit, avant, je disais, dans 12 à 18 mois, ça devrait aller. Mais maintenant, on n'a plus ces repères. Aujourd'hui, il faut y aller encore plus rapidement et dès maintenant. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce genre de technologie qu'il faudra privilégier et regarder dans quelle mesure on peut les implanter au sein des organisations. D'abord parce qu'elles permettent de générer vraiment de l'efficacité opérationnelle, d'adresser les problématiques métiers de manière différente, mais surtout aussi d'éliminer tout ce qui est risque opérationnel. Ça aussi, c'est pas négligeable. Je me permets rapidement d'intervenir sur la transformation digitale. Je pense qu'il faut la décider. L'entreprise, elle devrait la choisir comme une axe stratégique. Et après, en fait, travailler justement sur comment, sur qu'est-ce qu'on comprend pour chaque entreprise. La digitalisation, elle va être différente aussi. Donc, du moment qu'on l'a décidé, après, les moyens, ils vont se mettre en place. C'est comme, voilà, le train, il va démarrer et les projets ils vont suivre et acculturation des personnes aussi il va suivre et donc c'est un process il faut le décider au départ il faut donner le mouvement d'une manière ou d'une autre et après justement ça se met en place de manière assez agile. Et pour compléter le Hussein, tout à l'heure Joachim parlait au fait de mettre en place un pilotage financier spécifique adapté au fait au projet de transformation numérique. Effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à lancer au fait ces sujets, d'autant plus qu'on a les moyens de ne pas avoir au fait des risques importants en cas d'échec. Donc on sait tous qu'il va falloir se donner le droit à l'échec dans ce genre de projet, mais à travers des démarches au fait de POC, de prototypes, de MVP, on a le moyen en fait de piloter notre investissement de manière pertinente et de pouvoir arrêter à chaque moment sans qu'il y ait des impacts très importants sur nos budgets. Alors, je pense qu'on est bientôt sur la clôture de ce webinaire. D'abord, je tiens à vous remercier chacun parce que ça a été un réel plaisir de passer ce moment avec vous. Ça a été un réel plaisir d'échanger. Moi, j'ajouterai un dernier mot, puis après, je laisserai chacun rajouter une dernière mot s'il en a envie. C'est le fait que une perception qu'on peut avoir par rapport à ces projets ou ces démarches d'optimisation ou de gestion de la performance IT peut sembler de prime abord un peu lourde et un peu difficile. Alors en fait, on réalise a posteriori qu'en situation de crise, finalement, elles sont encore plus intéressantes, parce qu'effectivement, quand on fait l'exercice d'avoir la data, d'avoir l'analyse, d'avoir certains réflexes, d'avoir une certaine culture, de gérer l'IT, effectivement, on a plus d'éléments pour prendre les bonnes décisions, on a plus d'éléments pour mener le bateau vers le bon port. D'autant plus quand il y a du stress et quand il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, dernier mot, au choix, Najwa. En tout cas, merci pour ce séminaire intéressant et franchement même enrichissant pour moi. Je trouve que les questions posées sont aussi intéressantes. Moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment le dessin à la fin du vélo qui m'a beaucoup interpellée et qui permet vraiment de garder le message en tête. C'est vraiment think out of the box, réfléchissant différemment pour avancer. C'est vraiment mon message clé et qui, à mon avis, est le plus important et ce qu'il faut retenir. Effectivement, Najwa. Alfia, un dernier mot? Merci beaucoup pour ces échanges. Donc, j'espère que c'était utile pour les participants. Qu'ils se posaient des bonnes questions et que les questions, en effet, ils étaient très intéressants. Donc, je vous souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite à tous et à toutes. Merci. Karine? Moi, je voulais vous remercier tous et je voudrais en fait retenir en fait le côté positif et optimiste de Najwa.
qu'on doit tous partager et vu notamment en Maroc, au fait, avec tout ce qu'on a réussi dans la gestion. C'est parce que c'est leur sport, c'est leur leur sport, c'est ça. Quand on a vu, en fait, dans notre pays, en fait, ce qui a été réalisé, en fait, face au Covid, donc on peut être que optimiste et je pense Oui. que cette crise va nous permettre, en fait, moi je suis persuadé, en fait, de transformer notre pays et nos entreprises. Joachim, Ben, moi, je voulais vous remercier et féliciter l'OSIM pour l'organisation impeccable de ce séminaire et féliciter tous les participants parce qu'on a atteint, je crois, 150 participants à un moment donné en pointe et je trouve ça assez remarquable, ce qui montre, alors d'une part, que l'OSIM rayonne, mais que par ailleurs, je pense que le sujet doit intéresser une grande communauté actuellement. Donc, merci à tous pour votre participation et au plaisir d'avoir pu y contribuer. merci à vous. Olivier, ton dernier mot? Difficile d'ajouter quelque chose. Un grand merci effectivement à l'OSIM pour l'organisation impeccable. C'était vraiment agréable de pouvoir contribuer. Vraiment une bonne qualité dans les échanges et dans tous les intervenants. Voilà, un échange de haut niveau. Merci à tous pour l'effort d'attention sur la durée parce que on a des journées qui sont digitalement très remplies. Donc voilà, merci pour la contribution de toutes et tous. Ben, en tout cas, pour conclure, donc merci à tous, merci à Karim, Joachim, Najwa, Olivier, Alfia, Nihal, Mohamed Amer, et je tiens aussi à remercier Loubna, la responsable marketing d'Ozim, qui fait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Et j'oublie pas bien sûr Zakaria Digna, qui nous a accompagnés avec de magnifiques caricatures. Sur ce, ben, merci à tout le monde, et puis bon retour pour certains, et puis bonne soirée On a pour les oublié autres. de remercier Le président Hussein. J'ai oublié de remercier Hussein. Bien évidemment. Merci Merci beaucoup, Hussein. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.